Bonjour, bienvenue à cette nouvelle webconférence UPV qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de la transmission reprise d'entreprise. Le service développement économique d'Estérel Côte d'Azur Agglomération, ex-CAVEM, a initié toute une série d'animations et d'actions en direction des entrepreneurs et des porteurs de projets afin de susciter et faciliter la transmission d'entreprises locales. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le programme complet des événements sur le site www.cavem.fr. L'UPV, en partenariat avec l'AFIT, Association pour le financement et la transmission d'entreprises, et le CNCFA, Chambre nationale des conseils de fusion et acquisition, vous propose cette webconférence ayant pour thème la transmission d'entreprise de A à Z. Vous envisagez de vendre ou acquérir une entreprise? Quelle démarche entreprendre? Quel processus? Quel point de vigilance? Quel piège à éviter? Quel partenaire à solliciter? Pour essayer de répondre à toutes ces interrogations, pour vous présenter les étapes de la transmission et répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fabienne Enras, présidente d'Auralia Finance, cabinet conseil spécialisé en cession en reprise d'entreprise. Elle est membre de l'AFIT avec lequel l'UPV a également un partenariat, ainsi que un partenariat. Elle est également représentante régionale du CNCFA. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en ligne qui sont transmises à notre intervenante. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne webconférence. Je passe la parole à Fabienne. Bonjour à tous, donc contente d'être parmi vous aujourd'hui pour parler effectivement du sujet de la transmission. Et on va donc dans un premier temps, parce que nous avons un timing un peu serré, donc je vais essayer de ne pas être trop bavarde. Nous allons aborder donc le fameux calendrier de la transmission d'entreprise. Donc il y a en général 4 phases principales. Une phase de préparation, une phase de recherche d'acquéreur ou cédant ou investisseur, selon ce que l'on recherche, une phase de négociation pour aller jusqu'à la signature. Tout ce process dure en général une petite année. Et puis, donc, c'est la phase de préparation qui est souvent la plus longue, puisque là, on peut effectivement avoir une préparation qui peut se faire 2 mois avant, lorsqu'on est cédant, voire jusqu'à 2 ans, voire 3 ans avant, si on veut optimiser la transmission d'entreprise, également sur le plan fiscal, avec des montages d'apport de titres à holding, par exemple. Cette préparation, donc on va la voir sur le prochain slide. Donc cette préparation, on va la voir sous 2 aspects. La préparation du cédant et puis ensuite on verra la préparation de l'acquéreur. En ce qui concerne la préparation du cédant, en tout premier lieu, il doit faire un bilan patrimonial pour valider en fait comment est-ce qu'il va céder l'entreprise, quels vont être les aspects financiers et fiscaux de cette cession. Pour pouvoir faire ce bilan, il faut bien évidemment valoriser l'entreprise. Et on ne fait pas de valorisation sans avoir fait au préalable un diagnostic. Donc, ce diagnostic va porter sur l'organisation juridique, l'organisation RH de l'entreprise, donc le rôle du dirigeant, le rôle des hommes clés, l'organisation commerciale. On va aussi aborder dans ce diagnostic les aspects commerciaux, donc l'évolution du chiffre d'affaires, sa structure, comment il est composé, quel type de client, quel type de fournisseur, est-ce qu'on est dépendant d'un client, est-ce qu'on va être dépendant d'un fournisseur, par exemple. On va regarder aussi les produits, est-ce que ce sont des produits très techniques, est-ce que c'est du service, quel type de service, quel va être le vrai savoir-faire de l'entreprise. Donc, vous voyez ce diagnostic, en fait, il a 2 objets, c'est bien comprendre l'entreprise, déterminer ses points forts, ses points faibles, et donc, dans le cas d'une préparation, pouvoir corriger au préalable les points faibles de l'entreprise pour qu'elle soit cessible et au meilleur prix. Donc, on va procéder à une étude complète et ensuite, on fera des corrections si on peut. On va, par exemple, réadapter la structure juridique, on va mettre en place des outils de suivi, de gestion pour qu'il y ait une visibilité de l'entreprise. On va travailler également sur le prévisionnel. En fait, ce diagnostic, dans le cadre de la préparation, va aussi nous servir derrière à bâtir ce que l'on appelle le mémo.
mais il est également essentiel dans le cadre de la valorisation de l'entreprise. Donc, faire une estimation de l'entreprise et une estimation des titres pour la vente. On a effectivement, dans le cadre de l'étude préalable, on va voir ce qu'il est le plus opportun de vendre. Est-ce qu'il est plus opportun de vendre des titres ou est-ce qu'il est plus opportun de vendre le fonds de commerce? Tout ça fait partie de l'approche préalable. Lorsque l'on a fait l'estimation de l'entreprise, il y a effectivement un échange qui va se faire entre le conseil ou les conseils et le dirigeant pour voir comment on va le mettre en vente et la préparation des documents pour mettre en vente l'entreprise. Donc, le premier document, le plus important, c'est ce qu'on appelle le mémorandum d'information. Vous verrez aussi un autre terme qui s'appelle l'infomémo. Donc, c'est un dossier de présentation qui reprend en fait l'ensemble des points du diagnostic dont on vient de parler et qui présente la mariée sous son meilleur jour. Ce document ne peut pas être transmis aux acquéreurs sans avoir signé au préalable un engagement de confidentialité. Cet engagement de confidentialité, on l'appelle aussi NDA, donc Non-Disclosure Agreement. Vous verrez qu'il y a beaucoup de termes anglo-saxons dans notre métier. Donc, l'acquéreur signe cet engagement de confidentialité et se voit ensuite transmettre le mémorandum. Mais avant, il faut les trouver, ces acquéreurs. Donc, on va échanger avec le cédant pour savoir quel type d'acquéreur serait le plus opportun. Est-ce que ça va être une personne physique? Est-ce que ça va être un concurrent? Est-ce que ça peut être aussi un gros fournisseur? Ça peut être un confrère qui soit régional ou non pas régional. Tout ça fait partie d'une stratégie et on approche en fait ces acquéreurs potentiels avec une lettre d'approche et une fiche aveugle. C'est-à-dire que dans le premier contact que l'on fait avec l'acquéreur, on ne donne pas le nom de l'entreprise. Il y a toute la gestion de la confidentialité qui est très importante. Et on l'approche, on voit si effectivement l'entreprise est dans un projet d'acquisition. Et on va lui faire signer ce fameux engagement de confidentialité avant de lui remettre le mémorandum. Tout ça se fait aussi avec la constitution d'une équipe pluridisciplinaire. Mon métier de conseil en transmission d'entreprise ne se fait pas seul, c'est un travail d'équipe. Donc, il faut que le cédant soit aussi accompagné par son expert comptable et que celui-ci soit prévenu du projet de cession, c'est important. Il faut qu'il ait également à ses côtés un avocat et qu'il soit un avocat d'affaires, pas un avocat classique de son quotidien qui gère aussi le commercial, la RH ou autre. Non, vraiment un avocat d'affaires parce que la rédaction des documents de cession sont des documents très complexes et il est nécessaire d'avoir à ses côtés un avocat spécialisé dans ce domaine. Il peut y avoir aussi un commissaire aux comptes, un gestionnaire de patrimoine, un coach. Enfin, on a toute une équipe qui est aux côtés du dirigeant pour l'accompagner dans le projet. Alors maintenant, Stéphanie, si on peut mettre le celui d'après, on va regarder la préparation. Une des questions, Fabienne, tu as listé un petit peu toutes les démarches, tous les points incontournables pour accomplir la préparation du cédant. Est-ce qu'on peut se retrouver avec des points de blocage qui peuvent empêcher la vente? Alors, on peut avoir des points de blocage qui vont empêcher en fait une cession. Alors, il y a les principaux points au niveau du cédant, c'est un trop fort intuitu personnel, c'est-à-dire un dirigeant qui est prépondérant dans l'entreprise et s'il s'en va, l'entreprise est vidée de sa substance. Donc, quelqu'un qui fait tout, l'homme clé, une entreprise où, par exemple, il n'y a pas de salariés, c'est beaucoup plus difficile à vendre qu'une entreprise qui est structurée sur laquelle le repreneur va pouvoir s'appuyer. Donc, sur des gens qui vont venir le seconder et qui ont des compétences techniques, commerciales, financières et autres. Donc, il est en fait plus facile, bizarrement, de vendre une grosse entreprise. Il est plus facile de vendre qu'une petite entreprise. Ça peut être donc un vrai point de blocage. On peut avoir des vrais points de blocage également lorsqu'on a, par exemple, un client prépondérant qui va peser une trop grosse partie du chiffre d'affaires et donc l'entreprise va être dépendante de ce client et si jamais il y a une perte de ce client, un risque important qui fait que ça va hypothéquer la cession. Alors, ça peut l'hypothéquer ou ça peut
agir très fortement sur la valorisation des titres et la négociation avec le repreneur. Une dépendance fournisseur, c'est la même chose. Mais on peut avoir aussi des points de blocage sur des entreprises qui ont, par exemple, un savoir-faire, une technicité, une équipe, mais qui n'ont pas de rentabilité. Donc, c'est aussi difficile. Alors, elle pourrait être vendue, mais si elle est par exemple trop endettée, qu'elle n'a pas de trésorerie, qu'elle est en difficulté, ça se vend vraiment différemment et ça peut être un point de blocage au niveau d'un acquéreur qui ne va pas pouvoir se faire financer une entreprise. Ce n'est pas parce qu'elle gagne zéro qu'elle ne vaut rien. Elle a un savoir-faire, elle a une marque, elle peut avoir un super emplacement, mais par contre, comme elle n'a pas de rentabilité, le repreneur va avoir du mal à se faire financer. Donc, ça va avoir un impact sur la valorisation. Et certains cédants, si on leur dit non, mais en fait, avec tous ces points faibles, l'entreprise, elle vaudrait beaucoup moins que ce que vous en attendez. Ils vont me dire, ben, moi, à ce moment-là, je ne vends pas. Je proroge, je vais corriger le tir et je mettrai en vente dans 2-3 ans. D'où l'importance de cette préparation en amont pour savoir où va aller le cédant et si c'est le moment opportun de mettre en vente son entreprise. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais on peut y passer beaucoup de temps, effectivement, là-dessus. Alors, si on passe au slide d'après, qui va être la préparation de l'acquéreur, cette fois. Donc, si c'est une personne physique, là, on va avoir une réflexion plus aussi patrimoniale. Est-ce que son conjoint, son épouse est OK pour l'accompagner dans le projet, hein, parce que c'est aussi souvent un projet familial, et il y a aussi une prise de risque importante au niveau financier pour un acquéreur personne physique. Lorsque c'est un acquéreur industriel, là, il va bien falloir valider au niveau stratégique son projet de reprise, faire une analyse des enjeux d'une croissance externe et d'une acquisition pour voir si effectivement, quelle typologie d'entreprise on va reprendre, quelle taille, quelle zone géographique. Tout ça est important pour ne pas déstabiliser aussi l'entreprise existante. Donc, il y a une vraie réflexion stratégique en amont pour savoir quel type d'entreprise on va acquérir pour pouvoir grandir. Le repreneur, à ce moment-là, va aussi préparer quelques documents et notamment un pitch, c'est-à-dire une présentation de son projet de reprise pour pouvoir séduire des cédants. Alors, quand c'est une petite entreprise, ce n'est pas toujours indispensable, mais quand on recherche une grosse société et qu'on va se retrouver, par exemple, en concurrence avec des fonds d'investissement pour reprendre un concurrent, par exemple, hein, ben là, il va falloir bien présenter son projet de reprise et justifier vis-à-vis du cédant ce que l'on va apporter à l'entreprise, comment on va la développer et quels sont les enjeux. Tout comme pour le cédant, le repreneur va avoir besoin de constituer son équipe. Donc, son expert comptable, son avocat d'affaires aussi, un commissaire aux comptes, gestionnaire de patrimoine, une équipe d'audit pour pouvoir analyser les comptes de l'entreprise. Et puis, bien évidemment, donc l'avocat n'a pas que le rôle de rédiger les actes, il a aussi une partie d'audit juridique au niveau de l'entreprise qui va être reprise. Donc, on peut passer au slide d'après. Donc, la phase d'après, une fois qu'on est préparé et qu'on a, ciblé le type d'entreprise que l'on recherche, hein, ou le type d'acquéreur, ben, il va falloir le trouver. Donc, pour le cédant, on a plusieurs types d'acquéreurs. On peut parler de cession familiale. Souvent, on parle de transmission familiale parce que dans l'esprit des dirigeants, cette transmission, c'est une donation. Mais on peut très bien mixer donation et cession. Il y a tout un tas de montages qui permettent de le faire. Et il y a aussi des avantages fiscaux importants à la transmission d'entreprise, avec notamment le pacte du trade. Vous avez aussi des possibilités de céder à vos salariés. Alors attention, en parlant des salariés, il faudra être vigilant parce que la loi impose une information préalable des salariés avant la cession. Toute cession majoritaire ou perte de contrôle, enfin une cession qui entraînerait une perte de contrôle de l'entreprise, donc plus de 50% des titres des droits de vote, donc entraîne l'obligation d'informer les salariés. Ça vaut également pour les cessions de fonds de commerce. Donc, on doit les informer au minimum 2 mois avant la vente.
et pour leur dire qu'on est dans un projet de cession et qu'ils ont la possibilité de se positionner éventuellement s'ils le souhaitent. Alors souvent, quand on le fait au dernier moment, c'est vrai que c'est un peu juste parce que vous l'avez vu, un projet de cession, c'est long et un repreneur, 2 mois, c'est beaucoup trop court pour qu'il puisse faire son analyse, trouver les fonds, organiser son équipe. C'est souvent un peu juste. Donc souvent, les dirigeants posent la question bien en amont à leurs salariés pour savoir s'ils sont potentiellement intéressés pour reprendre la société. Et là aussi, on a des montages qui permettent de transmettre aux salariés tout ou partie du capital, avec beaucoup d'outils financiers qui sont un peu compliqués, je ne vais pas aborder ce matin, mais on a des possibilités. Je coupe, cette obligation d'information concerne que les sociétés, tous les types d'entreprises? Tout type d'entreprise. Alors, tout type d'entreprise jusqu'à une cinquantaine de salariés, sachant qu'au-delà, de toute façon, la réglementation était déjà là, puisqu'on devait, au-dessus de 50 salariés, on est obligé d'avoir un représentant du personnel, un comité d'entreprise, et donc on est obligé, dès qu'on a connaissance du projet de cession, d'informer ce comité d'entreprise. Là, ça a été élargi, donc avec cette loi Hamon, aux entreprises plus modestes, qui ont moins de 50 salariés, mais à partir d'un seul, il faut l'avertir au moins 2 mois avant la vente. Si on le fait trop tôt et puis par exemple que la vente tombe à l'eau, si on l'a fait dans l'année qui précède la vente, c'est encore bon aussi. Donc, cession externe. Donc, cette information des salariés, pour revenir sur ce que tu disais, Philippe, ça vaut pour tout type de cession, dans la mesure où il y a un changement de main de plus de 50% du capital. Donc, on a également donc une possibilité de cession externe. La cession externe, elle peut être faite auprès d'une personne physique, comme je disais tout à l'heure, d'un confrère ou d'un concurrent, d'un fonds d'investissement ou d'une société qui pourrait être dans le même secteur d'activité ou des activités connexes. Elle fait partie d'une stratégie pour savoir quel type d'acquéreur pourrait être intéressé. Ça fait partie du travail que l'on fait lorsqu'on accompagne un cédant. Et puis, on a aussi de plus en plus de cessions dites partielles ou des ouvertures de capital. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'année 2020 a été aussi une année des fois difficile et des fois, les cédants ont envie de partager en fait ce poids de la direction de leur entreprise et soit ils repartent sur un projet avec le nouvel acquéreur en prenant une partie du capital de la nouvelle holding qui va servir à racheter l'entreprise, soit ils cèdent une partie seulement de leur capital pour faire rentrer quelqu'un qui va rester quelques années, par exemple, dans l'entreprise comme bras droit et qui sera ensuite le futur dirigeant de l'entreprise. Donc ça, c'est pour trouver les acquéreurs. On a un process quand on cherche un acquéreur, c'est-à-dire qu'en général, on établit un ciblage que l'on soumet au dirigeant et le dirigeant nous dit, voilà, ces gens-là, ils ne seront pas intéressés ou je ne souhaite pas qu'ils aient connaissance d'un projet de transmission dans l'entreprise. On peut aussi les contacter éventuellement dans un deuxième temps. Et puis après, il y a la prise de contact. Et pour l'acquéreur, donc si on regarde pour l'acquéreur, Stéphanie, donc là on a aussi des possibilités un peu similaires. On va aller sur le marché caché. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 4500 entreprises qui se vendent chaque année. Quand je dis 4500 entreprises, ce sont des sociétés qui ont plus de 10 salariés. Donc, parce que sinon, on parle de 70 000 entreprises. Mais dans les 70 000, c'est des sociétés unipersonnelles, des choses comme ça. Et ce sont des sociétés, enfin, ce sont des entreprises, entre guillemets, mais pas pour moi au sens de la TPE-PME. Et donc, le marché de la TPE-PME représente à peu près 4 500 ventes par an. Un quart se fait en transmission familiale et le reste à des entreprises ou des personnes physiques. Et la plupart des ventes se font par une recherche sur le marché caché, c'est-à-dire une démarche directe et intermédiaire où on va aller chercher non pas sur des sites internet, des places de marché, comme on dit, type Fusac, vous avez aussi BPI ou d'autres organismes, je crois que les CCI, les chambres des métiers également ont aussi des places de marché pour présenter des annonces.
le marché caché, c'est tout ce qui n'est pas sur ce fameux marché connu, marché ouvert. Les repreneurs aussi, comme les cédants, peuvent travailler aussi avec des cabinets de fusion-acquisition, cabinets de M&A, comme le mien, et on va aller mener une démarche active pour aller chercher des acquéreurs ou chercher des cédants. Et puis, la dernière voie qui est souvent la plus utile aussi, c'est travailler par recommandation et relationnel, sortir, faire partie d'organismes et de réunions, d'organismes de formation aussi. Par exemple, vous avez l'IRCE sur notre région qui forme sur tout le bassin méditerranéen des repreneurs et aussi des cédants pour les préparer à leurs projets. Vous avez également le CRA, qui est un organisme d'accompagnement et qui forme aussi les repreneurs. Donc, il ne faut pas hésiter, lorsqu'on est repreneur personne physique, à faire ces formations-là pour être plus aguerri face à un cédant. Alors, cette phase de recherche de repreneur ou de recherche d'acquéreur, elle peut être assez longue quand même, hein. C'est-à-dire qu'en général, on ne trouve pas comme ça tout de suite, quand on est en cession et plus l'entreprise est grosse et plus on va trouver, on va dire, c'est plus facile de trouver pour une grosse entreprise que par exemple pour un fonds de commerce. Mais les délais sont assez longs. En général, on met entre 2 et 6 mois pour trouver le bon acquéreur pour une entreprise. Et quand on est acquéreur, pour trouver un cédant, c'est même encore plus compliqué, puisque là, si on va chercher sur le marché caché, on n'a pas spécialement des gens qui sont tout de suite cédants. C'est-à-dire on va faire germer en eux une idée de cession et puis on va le recontacter des fois 6 mois, 1 an après pour savoir si effectivement ils ont initié cette démarche et s'ils sont intéressés. Donc, ça peut être encore plus long lorsqu'on est côté acquéreur. Donc, il faut avoir un peu plus de temps. Et quand on est personne physique, on n'a pas toujours du temps. Donc, c'est un peu la différence. Donc, sur le slide d'après, donc, je vous présente la méthodologie. Donc, la méthodologie, c'est effectivement bien établir un ciblage stratégique. Ensuite, il y aura la prise de contact. Cette prise de contact, elle peut être faite par courrier, par email ou par téléphone. En général, on envoie des fois un premier mail. Moi, ce qui marche bien, je trouve, c'est les courriers papier, parce que du coup, on revient sur des méthodes anciennes, mais qui sont efficaces, alors que les mails se perdent sur Google et on n'arrive plus à les retrouver. Lorsqu'on envoie un courrier papier, il a le mérite de rester. Et donc, on a plus de facilité à contacter un dirigeant, souvent avec un courrier papier. Et puis après, on a une relance téléphonique qui se fait pour pouvoir prendre contact. On n'oublie pas de faire signer un engagement de confidentialité pour pouvoir ensuite diffuser les informations. Alors aujourd'hui, de plus en plus, les cabinets comme le mien, nous sommes équipés d'outils informatiques qui nous permettent aussi de gérer et la confidentialité et la traçabilité du projet. Donc les engagements de confidentialité, maintenant, la plupart se font signer par voie électronique. Et les informations, avant, elles se faisaient effectivement sous forme d'un dossier papier. De plus en plus, elles sont envoyées par mail. Et encore maintenant, on ouvre ce qu'on appelle des data rooms. Donc, ce sont des dossiers numériques sur lesquels l'acquéreur va pouvoir se loguer pour pouvoir consulter les informations à sa disposition. Bien, je m'excuse, il y a une question justement sur les informations. Est-ce qu'il y a des informations obligatoires à transmettre? Est-ce que c'est normé, codifié ou on transmet ce qu'on veut, puis chacun se débrouille? Alors, elle se fait progressivement, cette gestion des informations, parce qu'il y a une grosse notion aussi de confidentialité. La première chose que l'on va donner, ça va être effectivement le premier document, ça va être le teaser, donc cette fameuse fiche aveugle dans laquelle on va mettre quelques informations. Et ensuite, on va faire un mémo. Donc, dans le mémorandum, on a une présentation assez exhaustive de l'entreprise qui peut aller entre une trentaine et une cinquantaine de pages, avec également des éléments financiers. Dans les éléments financiers, il est d'usage de transmettre au moins les 3 derniers bilans et 3 comptes de résultats détaillés, parce que c'est sur cette base-là qu'on effectue souvent nos valorisations, sont sur les 3 dernières années. Si on a un prévisionnel, on peut aussi
communiquer certaines informations. Alors, il y a du pour et du contre sur la transmission du prévisionnel, mais par exemple, une société qui serait en ouverture de capital, qui pour moi fait aussi partie de cession, hein, il y a une partie de transmission, il faudra qu'il y ait un prévisionnel qui tienne la route, qui soit communiqué. Donc voilà, au moins les 3 derniers bilans, un mémo, et puis dans certains cas, si on est par exemple sur un fonds de commerce avec un droit au bail et un emplacement privilégié, le document qui suit, ça va être le bail, hein, qui pour moi est un des documents les plus importants aussi à transmettre quand on est sur le cas par exemple d'un fonds de commerce. Et puis après, les repreneurs, là où on est vigilant, c'est sur la transmission des informations sur les salariés, notamment parce qu'il y a effectivement la loi RGPD qui fait qu'on ne peut pas non plus transmettre tout et n'importe quoi, mais parce que c'est encore plus confidentiel et on ne souhaite pas que, par exemple, certains acquéreurs puissent, malgré l'engagement de confidentialité, venir débaucher notre personnel. Et donc, là, on est très vigilant sur les informations que l'on va communiquer. Donc, on ne donne pas les noms, on va mettre simplement le poste, on va indiquer la rémunération, l'âge de la personne, mais voilà, c'est beaucoup plus restreint. On donnera beaucoup plus d'informations que dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura passé la première phase de négociation, qu'on va voir tout à l'heure, il y aura une lettre ce qu'on appelle une LOI, donc le premier accord qui va être signé entre le cédant et l'acquéreur. Et là, vont commencer les audits. Là, dans le cadre des audits, il faut tout donner. Donc, c'est la phase d'après. Après, l'acquéreur, il peut demander tout. C'est-à-dire que l'acquéreur, il a le droit de demander toutes les informations qu'il souhaite obtenir. Mais le cédant, il faut qu'il soit vigilant sur les informations qu'il transmet. Et puis, vous avez certains acquéreurs, personnes physiques, qui ont toujours besoin de se rassurer et qui demandent toujours plus d'informations et ils ne prennent jamais de décision. Donc, par exemple, mon rôle dans ce cas-là, c'est de dire au repreneur, bon, là, vous avez eu assez d'informations pour pouvoir prendre une décision. Je vous ai communiqué tout ce qu'il fallait. Le reste, vous le verrez pendant les audits. Maintenant, il nous faut une proposition. Donc aussi, on jalonne comme ça tout le processus pour accélérer et sécuriser. Voilà. Alors Stéphanie, on va passer sur celui d'après. Donc, une fois qu'on a trouvé notre acquéreur ou nos acquéreurs, hein, l'idée c'est d'en avoir plusieurs et de les mettre en compétition, ou quand on est côté acquéreur et qu'on cherche un cédant, souvent on a en général plutôt une cible après l'autre quand on est côté acquéreur, parce que là, il faut le temps de digérer l'acquisition. Mais quand on est côté cédant, on gère plusieurs acquéreurs potentiels en même temps. Et l'idée, c'est de les faire avancer de façon concomitante pour pouvoir avoir plusieurs propositions à présenter, par exemple, aux dirigeants. Et donc là, dans les étapes que l'on va avoir, donc le premier document, on a dit que c'était l'engagement de confidentialité. Ensuite, c'est la lettre d'intention. Donc, on va regarder tout à l'heure ce qu'il va y avoir dans cette fameuse lettre d'intention et tous les points de négociation. Mais dans le process, donc, il y a une première lettre d'intention qui va être co-signée entre le cédant et le repreneur et qui marque les premiers accords pour la reprise de l'entreprise. Une fois qu'on est tombé d'accord, l'acquéreur va procéder à des audits. Donc, en général, pour se mettre d'accord sur la lettre d'intention, ça peut prendre un bon mois. Il y a plusieurs allers-retours qui se font. Les audits, en général, ça dure à peu près 3-4 semaines pour récupérer toutes les informations, donc constituer la fameuse data room, et à peu près autant pour l'acquéreur pour analyser l'ensemble des documents. Là-dessus, il y a aussi un gros travail de préparation du cédant parce que maintenant, tous les audits se font de façon numérique. Et donc, il faut avoir scanné l'ensemble des documents, donc contrat de travail, les statuts, les AG, les contrats commerciaux, toute la partie finance et comptable. Donc, il y a un gros travail préparatoire pour préparer tous ces documents et ensuite les basculer sur la data room à la disposition de l'acquéreur et de ses conseils. Une fois qu'il a fait ses audits, l'acquéreur, il va nous dire OK, c'est conforme à tout ce que j'ai entendu, tous les éléments que vous m'aviez communiqués, et je confirme que je suis toujours acheteur et à tel prix. Mais on peut avoir des fois des surprises aussi dans les audits et avoir des mauvaises surprises. Et auquel cas, on peut avoir à ce niveau-là une rediscussion du prix. Il
faut pas s'en étonner. Et alors, dans les audits, ce qui va être aussi déterminant, c'est les risques. Et ces risques, on va les retrouver listés dans ce qu'on appelle une garantie d'actifs passifs. Donc, une fois qu'on a fait les audits, les documents d'après sur lesquels on va avoir une négociation, c'est le compromis, qu'on appelle aussi le protocole d'accord. Et ce protocole est associé à une garantie d'actifs et de passifs. Donc, ce sont deux documents qui sont très importants, hein, qui sont comme le compromis de vente lorsqu'on vend un bien immobilier, mais encore plus lourd, puisque là, vous avez ce qu'on appelle la garantie d'actifs passifs, c'est-à-dire une protection de l'acquéreur pour des décisions qu'aurait pris le cédant avant la vente. Par exemple, il a licencié une personne et puis la personne fait un procès derrière après la cession. Donc, le repreneur, il va se retrouver avec, par exemple, un prud'homme à payer et il va demander à ce moment-là au cédant de l'indemniser par rapport à la perte qu'il va subir. La GAP, elle sert à ça. La garantie d'actifs et de passifs, elle sert à le protéger, l'acquéreur, d'une augmentation du passif ou une diminution de l'actif. Par exemple, on avait à l'actif des créances, des clients qui devaient de l'argent à l'entreprise et puis le client en question fait faillite ou est en litige avec la société et ne paye pas. Donc, cette créance-là qui était considérée comme un actif et donc une richesse de l'entreprise, disparaît. Et à ce moment-là, l'acquéreur dit, moi, j'avais compté dessus, je devais recevoir cette trésorerie, je ne l'ai pas, ça me met en difficulté, donc j'actionne la garantie de passif et je demande un dédommagement à mon cédant. Donc, quand on a une garantie d'actifs passifs, ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on est cédant, c'est qu'il y a toujours un plafond au-delà duquel l'acquéreur ne peut pas venir vous chercher. Mais en contrepartie, vous allez devoir fournir une contre-garantie, c'est-à-dire bloquer un certain montant, normalement auprès de la banque, et la banque va délivrer une caution bancaire à votre acquéreur pour éviter que, une fois que vous ayez vendu, vous alliez dépenser tous vos sous dans les îles, par exemple. Quoi qu'il ne fait pas bon aller en Guadeloupe en ce moment, mais vous pouvez choisir un autre endroit. Donc, cette garantie de passif va protéger l'acquéreur et le montant de la contre-garantie va être utilisé pour pouvoir se dédommager plus rapidement. Alors, ce n'est pas un blanc-seing que vous signez. L'acquéreur va devoir montrer patte blanche pour prouver qu'il a mis en place toutes les démarches nécessaires pour récupérer les sommes. Il va aussi associer le cédant à sa défense pour pouvoir ne pas être débouté, par exemple dans le cas d'un procès, ou pour récupérer une créance auprès d'un client, par exemple. Une fois que ce protocole est signé, il y a une question, Philippe. Ce montant des GAP, elles ont une durée dans le temps? Oui, tout à fait. Les garanties de passif, en général, elles durent 3 ans, plus les délais classiques en matière sociale et fiscale, c'est-à-dire 3 ans plus l'année en cours. Donc, la somme qui est bloquée, elle est bloquée pendant 3 ans. On pourrait avoir des garanties de passif plus longues, notamment lorsqu'on a un problème environnemental. Mais souvent, ça peut être un vrai frein à la vente. Et quand il y a un problème environnemental, comme on peut aller jusqu'à 30 ans, souvent la vente ne se fait pas ou d'une autre façon. Mais effectivement, il y a une durée. Et le montant de la contre-garantie peut aussi être dégressif. C'est-à-dire, on va vous demander, par exemple, alors, il n'y a pas vraiment de règle, il n'y a pas un pourcentage fixé, mais ce que l'on voit le plus communément, c'est des montants des plafonds de GAP qui représentent à peu près un tiers du montant de la vente et la contre-garantie qui équivaut à peu près à la moitié de ce plafond. Grosso modo, une société qui vaut 1 million d'euros, on va demander entre 300 et 400 000 euros de garantie de passif et on va demander à bloquer à peu près, par exemple, 200 à 300 000 euros. Tout va dépendre en fait de la relation de confiance qui va être établie entre le cédant et le repreneur par rapport à cette contre-garantie et puis du niveau de risque qui aura été déterminé dans les audits. Des fois, on a de très grosses sociétés pour lesquelles le montant de la GAP, proportionnellement, n'est pas aussi élevé. Et sur une toute petite boîte, on va avoir par contre un gros montant de garantie de passif parce que le moindre prud'homme peut engager l'entreprise sur des sommes très importantes. Merci. Donc, sur le slide d'après, alors pardon, excusez-moi, sur ce précédent slide, effectivement, pour aller dans le process, on a la signature du compromis et de la GAP, et ensuite, il y aura les levées des conditions suspensives. C'est-à-dire que
pendant la période entre ce protocole et la signature définitive, l'acquéreur va lever les conditions suspensives, c'est-à-dire il va récupérer l'obtention de son financement, donc tous les prêts. Il peut y avoir comme condition suspensive la signature d'un nouveau bail. Il peut y avoir une réglementation que l'on doit respecter avant de reprendre. Il y a tout un tas de choses qui vont être levées entre le protocole et la signature. Ça peut prendre bien 2 mois, notamment avec les délais bancaires et les délais de contre-garantie des prêts, avec BPI qui se porte souvent contre-garant des prêts et qui ajoute quelques délais supplémentaires entre la signature du compromis et la signature définitive. Donc ensuite, vous avez la signature des actes et après, vous avez l'accompagnement. Alors, je précise, et ça, c'est important, que cet accompagnement, il doit toujours être fait après la signature. C'est extrêmement rare qu'on ait un accompagnement qui soit fait avant, parce que là, on met quand même le cédant en risque. Il ouvre quelque part la boîte de Pandore avant d'être certain d'aller jusqu'au bout. Donc, un acquéreur qui rentrerait dans une entreprise avant d'avoir la signature définitive, ça se fait quand même très, très rarement. Tout au moins dès qu'on est sûr qu'on a, par exemple, l'obtention des financements au minimum. Alors, il existe quand même une possibilité de faire un accompagnement. Moi, je l'ai fait sur des petites sociétés, dans le cadre de sociétés notamment artisanales, où il y avait un besoin très fort de transmission des compétences du dirigeant au repreneur. On avait fait ce qu'on appelle un contrat ardent. Donc, contrat ardent, on peut l'obtenir. Ça permet en fait au repreneur de rentrer dans l'entreprise dès la signature de la lettre d'intention pendant au minimum 6 mois. Il ne perd pas, par exemple, ses droits à Pôle emploi pendant cette période-là. Et il est couvert également pour sa présence dans l'entreprise et ça lui permet ça permet au cédant de savoir si le repreneur est le bon repreneur et au repreneur de savoir si l'entreprise lui correspond et lui convient. Donc, sur certaines petites sociétés, il m'est arrivé d'en faire et c'est très pertinent, effectivement, quand il y a un besoin de transmission important des compétences. Donc, ensuite, on va passer au slide d'après. Alors, dans les points de négociation, tout à l'heure, je vous disais, les points de négociation de la LOI, souvent, on pense prix et uniquement prix. Ben non, le prix fait partie de tout un tas d'autres paramètres qu'on va devoir négocier et qui vont avoir des impacts les uns sur les autres. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on va vendre? Est-ce qu'on vend le fonds? Est-ce qu'on vend des titres? Les impacts fiscaux sont différents. La garantie de passif, par exemple, il n'y en a pas dans le cas d'une vente de fonds de commerce. Il peut y en avoir sur le plan social, mais c'est assez rare, alors qu'il y en a systématiquement lorsqu'on vend des actions. Après, il va y avoir effectivement le prix, donc sa composition. Est-ce qu'on va associer à ce prix un complément de prix, par exemple, parce qu'on attend une forte hausse du résultat, par exemple, l'année d'après, et donc le repreneur va faire une proposition avec un prix de départ, plus un complément en fonction, par exemple, du résultat de l'année d'après. On peut négocier éventuellement un crédit vendeur aussi. Donc ça, c'est le cédant qui va jouer une partie, il va être également comme le banquier, il va accorder un crédit vendeur à son acquéreur. La problématique, ça va être la prise de garantie par rapport à ce crédit vendeur. On va discuter également du résultat de l'année en cours. Si on vend, par exemple, au mois de septembre et qu'on a déjà fait 9 mois, qu'est-ce qu'on fait des résultats de l'année? Est-ce que les résultats de l'année viennent renforcer le prix pour l'acquéreur? Ou est-ce que c'est des dividendes qui vont être versés au cédant avant la vente? Tout ça fait partie des discussions qu'on va avoir avec l'acquéreur. On va discuter aussi de l'accompagnement, donc sa durée, le montant, le format juridique de cet accompagnement. Alors, en général, l'accompagnement, c'est pas très très long. N'envisagez pas de faire des accompagnements qui durent 1 an ou 2. Les accompagnements, en général, c'est une durée de 3 mois où le dirigeant est aux côtés du repreneur et puis ensuite, il fait un SVP patron et il intervient de façon plus ponctuelle. On peut faire aussi un accompagnement, comme je disais, ponctuel à un moment donné. Par exemple, vous avez une entreprise qui répond à des appels d'offres et le renouvellement d'appel d'offres va se faire, par exemple, 18 mois après. Donc, vous voyez qu'on est bien au-delà des 3 mois d'accompagnement. Et le repreneur demande, par exemple, au cédant de venir l'accompagner pour remonter le dossier d'appel d'offres et avoir plus de chances de l'obtenir.
Donc cet accompagnement, il est la plupart du temps rémunéré, hein, sauf dans certains cas, lorsque la personne part à la retraite et qu'il estime que le prix est très correct, il peut faire cadeau effectivement de l'accompagnement s'il n'est pas trop long. Au-delà de 3 mois, il est pratiquement systématiquement rémunéré. Dans ces points de négociation, et notamment au moment de la lettre d'intention, on va aussi discuter de l'exclusivité. Un acquéreur ne va pas se lancer dans des audits, c'est très coûteux, sans être sûr qu'il ait l'exclusivité de négociation avec le cédant. Donc, cette exclusivité, elle est en général consentie pour 2 à 3 mois, tout au moins jusqu'à la signature du protocole ou jusqu'à la fin des audits, où là, l'acquéreur va dire go ou no go, hein, je ne poursuis pas, et donc à ce moment-là, il va lever l'exclusivité. Mais il est systématique, il y a toujours dans les LOI une exclusivité qui est demandée par l'acquéreur. On peut avoir une négociation sur le bail, hein, si le propriétaire de l'entreprise est également propriétaire des locaux, il peut y avoir des fois des distorsions sur les loyers, et donc une envie du cédant de remettre ses loyers à jour. Donc, ça fera partie des discussions. Une discussion sur la garantie de passif, je vous en ai parlé tout à l'heure. Si il y a un associé, donc si le cédant par exemple reste au capital, on va avoir une discussion sur le pacte d'associés, sur le sort de la famille du cédant, hein. Il est très fréquent dans les petites PME d'avoir l'épouse ou les enfants qui travaillent avec le dirigeant. Donc, que font ces gens? Est-ce qu'ils souhaitent rester? Quel poste ils occupent? Quel niveau de salaire ils ont? Tout ça fait partie des négociations. Par rapport aux négociations, tout à l'heure on parlait de prix, on a très souvent aussi des négociations importantes qui sont liées au prix, qui sont sur la trésorerie. Donc la trésorerie excédentaire, parce que le repreneur a besoin de trésorerie pour fonctionner, hein. Quand on rachète un fonds de commerce, on rachète un actif, on n'achète pas de trésor, on n'achète pas les dettes non plus. Lorsqu'on achète des titres, il y a normalement de la trésorerie et une trésorerie minimum qui permet à l'entreprise de fonctionner. Et des fois, vous avez des cédants qui ont laissé une cagnotte dans l'entreprise. En fait, ils ont cumulé les résultats par précaution aussi, hein, et les ont laissés dans la société. Et ce fameux trésor de guerre vient renforcer le prix de l'entreprise. Et donc, on va avoir une discussion sur qu'est-ce qui est vraiment la trésorerie excédentaire et donc qui peut être sortie avant la vente. Qu'est-ce qu'on doit laisser au minimum dans l'entreprise? S'il y a des comptes courants, est-ce qu'il va les rembourser? Est-ce que l'entreprise a les moyens de les rembourser ou pas? Tout ça fait partie des discussions. Ce sont des discussions importantes associées au prix. Et quand on est repreneur, on a une deuxième négociation. C'est outre la négociation avec le cédant, on va devoir négocier également avec les organismes financiers pour les convaincre de l'accompagner sur le projet. Donc, vous voyez, la négociation, ce n'est pas que le prix. Il y a vraiment beaucoup plus d'éléments. Donc, après, on va passer au slide suivant. Donc, ce qu'on appelle le closing, c'est la signature. Donc, on est arrivé au bout du process, l'acquéreur a eu son prix, les conditions suspensives sont levées. Donc, à ce moment-là, juste auparavant, on pense avoir fait la présentation de l'acquéreur, du projet de cession aux salariés. Ça, c'est la loi Hamon. Mais là, on va présenter l'acquéreur aux salariés. Donc, en général, ça se fait avec une réunion dans laquelle le dirigeant sortant présente son acquéreur à l'ensemble de l'équipe. Puis ensuite, le nouveau dirigeant va rencontrer la plupart des salariés et les hommes clés pour pouvoir échanger de façon individuelle aussi avec eux et présenter son projet. Il y aura l'accompagnement qui va se faire juste après le closing aussi. On peut avoir ce qu'on appelle des opérations post-cession, qui sont par exemple la mise en place du paiement du complément de prix, hein, qui va être différé par exemple. Et puis pour le cédant, la mise en place d'une nouvelle vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se prépare, ça aussi, hein, quand on est cédant, cette nouvelle vie à venir, parce qu'on quitte une casquette et souvent on n'est pas prêt à avoir une nouvelle casquette. Se retrouver tout seul à la maison ou avec sa femme alors qu'on passait minimum 10 heures par jour dans sa boîte, il y a vraiment une préparation psychologique à faire en amont, et c'est un des principaux freins à la cession. Ce qu'il faut savoir, c'est pas le prix, hein, c'est les projets post-cession. Un dirigeant qui se dit moi j'ai pas envie de partir à la pêche
pendant toute la journée après la vente, je ne sais pas ce que je vais faire, ça m'inquiète, ça me stresse, et ben, il va toujours trouver des freins pour vendre son entreprise. Donc, il est vraiment important de construire en amont son projet pour savoir ce que l'on va faire après la vente de son entreprise. Nouveau positionnement aussi vis-à-vis de son entourage. On n'est plus dirigeant, on n'est plus patron, on est retraité souvent. Donc, la casquette est différente. Voilà. Et pour l'acquéreur, post-cession, lui, ça va être l'intégration de la cible quand on est en croissance externe. Donc, faire en sorte que les équipes puissent travailler entre elles si on a déjà une entreprise. Il y a que les salaires, par exemple, soient harmonisés, les conventions collectives, l'organisation du travail, etc., etc. Donc, c'est aussi un gros travail. Et ça aussi, ça se prépare en amont. Ça ne se fait pas le jour de la reprise. Voilà. Et pour celui qui est avec un investisseur, il y aura des relations avec l'investisseur à gérer. Donc, vous voyez qu'après le closing, il y a une nouvelle vie qui commence, tant pour l'acquéreur que pour le cédant. Voilà, je crois que j'ai été dans le timing, Philippe. Tu as vu, on a fait 3/4 d'heure. Félicitations. Alors, l'heure tourne. Il y a 2 questions, ça va permettre de conclure cette webconférence. La première, je suis un repreneur. Quel montage, quelle forme juridique faut-il privilégier? SAS, SARL, holding? Alors, il y a 2 questions dans ta question. En fait, le montage juridique, souvent, lorsqu'on reprend une entreprise, on ne fait pas une acquisition en direct. C'est pas dire, moi, Fabienne, je ne vais pas aller emprunter à la banque à titre personnel pour acheter des titres. Je vais systématiquement monter une holding. Et cette holding va avoir un format juridique sociétal différent. Ça peut être une SARL, ça peut être une SAS, ça peut être une SASU, enfin, tout dépend ce que l'on souhaite, avec des statuts en fait du dirigeant qui vont être différents. Si je suis un SARL, je suis TNS, donc j'ai une protection sociale qui est peut-être un peu moindre, mais j'ai aussi moins de coûts en termes de cotisation sociale du dirigeant. Lorsque je suis en SAS, c'est un statut qui s'impose parce que là, on est assimilé salarié, mais surtout, ce sont des statuts qui sont plus modulables et qui permettent, par exemple, l'entrée d'un investisseur, qui permettent d'avoir des clauses beaucoup plus personnalisées, que sur une SARL qui a un format très strict. Donc, dans une SAS, on peut y mettre un peu tout ce que l'on veut, comme dans un pacte d'associés. Donc, c'est plus modulable, on va dire. Mais on utilise toujours une holding pour acheter une entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet de levier financier. C'est-à-dire que moi, si j'emprunte à titre personnel, pour pouvoir rembourser le prêt, je vais devoir me verser du salaire, donc payer des cotisations sociales dessus et de l'impôt sur le revenu. Et après, ce qui va rester va me servir à rembourser aussi mon prêt. Dans le cadre d'une holding, c'est la société qui va emprunter. Donc, elle va lever une dette. Donc, mon capital, je le mets au capital de la société et la société va emprunter pour pouvoir acheter l'entreprise. En général, on a à peu près, usuellement, 1/3 d'apport pour 2/3 de dette. Et cette dette, elle ne dépasse jamais 7 ans. Donc, voilà, ça vous donne un peu la structure d'un montage de reprise. Merci. Alors, dernière question, parce qu'il n'y en a pas d'autres. On va dire que c'est un peu la question qui va faire un peu la synthèse. Je suis à l'approche de la retraite, j'ai réglé mon problème d'après-retraite, je compte aller pêcher, c'est parfait. Quel conseil on peut donner en termes de délai, de préparation, de stratégie? Alors, s'il a le temps, ce monsieur, ou cette dame, en fait, je lui propose de se préparer bien en amont. C'est-à-dire que comme une valorisation, ça se fait sur les 3 derniers exercices, on sait en général que les dirigeants sont allergiques à la fiscalité, donc ils n'aiment pas faire trop de résultats. Or, pour vendre une entreprise, il faut faire du résultat, parce que les méthodes de valorisation, elles sont basées sur la rentabilité essentiellement. En tout cas, c'est celles qui vont servir aux banques financières. S'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de quoi rembourser un prêt. Donc, il va falloir démontrer que l'entreprise est rentable. Donc ça, c'est important. Après, on peut procéder à des retraitements. C'est pas pour ça que le dirigeant, du jour au lendemain, il va couper son salaire en 2 en disant « je vais faire sortir du résultat pour pouvoir valoriser mieux mon entreprise ». Non, s'il a envie de se payer un salaire confortable, il le prend. Et puis, au moment de la reprise, on va travailler sur des retraitements où on va, par exemple, modifier, dire que le salaire qu'il prend, c'est un salaire excessif au regard du marché, par exemple, et qu'on pourrait réintégrer dans le résultat une certaine partie.
La même chose pour des loyers. Donc, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on va travailler pour faire la valorisation. Mais pour sa préparation, il faut effectivement que sur les 3 dernières années, quelque part, il travaille sur les aspects financiers de son entreprise pour montrer qu'elle est pérenne, que le chiffre d'affaires est récurrent, que son portefeuille client est bien diversifié. Donc, ça veut dire peut-être aller chercher de nouveaux clients pour mieux répartir le risque pendant cette période-là. Ça va être aussi structuré au niveau des ressources humaines de son entreprise. Hein. Il s'en va, donc c'est lui, par exemple, qui a une compétence technique bien précise, et s'il s'en va, il n'y a plus personne dans l'entreprise qui ne maîtrise ce sujet-là. Un des aspects de la préparation va être effectivement l'embauche, le recrutement d'une personne pour pouvoir se substituer à lui sur ce plan technique. Parce qu'aujourd'hui, les repreneurs ne sont pas tous des super techniciens. Ça peut être des ingénieurs, mais ça fait bien longtemps qu'ils ne mettent pas les mains dans le cambouis, comme on dit. C'est plutôt des managers. Donc, il va falloir qu'il y ait sur le plan technique et pratique des hommes et des femmes dans l'entreprise pour pouvoir faire le job. Cette préparation, elle peut être faite aussi sur le plan juridique. Par exemple, on peut avoir à sortir des minoritaires. Ou alors, si par exemple, on a des enfants au capital, il faudra le juge des tutelles. Donc, c'est mieux ça se prévoit, ça s'organise en amont. On peut avoir aussi de l'immobilier dans une entreprise. Ça vient alourdir le prix. Je vous donne un exemple. Vous avez une entreprise dont l'exploitation vaut 1 million et puis j'ai un gros bâtiment qui en vaut 2. Grosso modo, les titres vont valoir 3. Et ça doit se financer sur 7 ans. C'est impossible. Donc, on va devoir sortir l'immobilier. On va le sortir en amont ou au contraire, on va filialiser l'activité et on va vendre l'activité. Tout ça, ça se prépare sur le plan juridique. On ne peut pas le faire un mois avant la vente. Donc, je dirais que quelqu'un qui veut vraiment se préparer, il faudrait qu'il nous contacte 2 à 3 ans avant pour qu'on puisse y travailler. Mais en tout cas, ce n'est pas le jour pour le lendemain. Ça, c'est pas génial. Même sur le plan fiscal, il y a plein d'opérations qu'on peut faire avant la vente, comme des donations à ses enfants, ce genre de choses. Et ça ne se fait pas la veille de la vente. Ben, merci. Non, mais il faut se préparer et ça prend du temps. Donc, je remercie Fabienne Arras pour son intervention très claire et précise. Je rappelle donc que cette webconf s'inscrivait dans le cadre de la semaine de la transmission reprise d'entreprise, que vous pouvez trouver le programme complet sur le site de la CAVEM, www.cavem.fr. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée à tous. Bonne journée. Est-ce qu'on aura le lien, Philippe, pour télécharger ? Et le lien sur le replay sera transmis à tous les participants et communicable sur les réseaux sociaux. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.